Bonjour à tous, aujourd'hui un entretien exceptionnel sur cette chaîne et j'en suis très heureux avec Alexis Poulain. Je pense que vous le connaissez, il n'était jamais venu sur cette chaîne, nous lui avons d'ailleurs lancé l'invitation pour venir parler en manifestation. Et vous allez voir, on a fait le tour de l'actualité française, internationale, on a parlé des États-Unis aussi, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Europe bien sûr, du Covid, de la guerre, de l'énergie, de Macron, enfin beaucoup de choses. Je crois que c'est assez passionnant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous continuerons ce genre de format parce que je sais que vous êtes friands de ces échanges et c'est bien normal. Et puis d'ailleurs en fin d'entretien, nous allons parler des perspectives, comment mieux organiser la résistance pour pouvoir gagner tout simplement. Alors continuez de vous abonner à cette chaîne si vous voulez bien, un petit bouton s'abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit, c'est instantané parce que plus vous serez abonné, plus ce genre d'entretien, les personnes qui ne nous connaissent pas encore le verront, le découvriront, pourront être éveillés, pourront devenir des combattants avec nous demain. Et c'est extrêmement important. Grand merci à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui l'ont fait récemment. Il y a un autre combat à mener, c'est avec nous, c'est d'être adhérent aux Patriotes ou de reprendre votre adhésion annuelle. Oui, on parlait de cadre de la résistance, il faut qu'on soit ensemble, il faut que ce soit collectif. Toutes les valeurs que nous avons défendues dans cet entretien, nous les défendrons, Patriotes. Et ça n'est pas l'oligarchie qui est contre nous qui les défendra, vous le savez. Il faut donc qu'on soit très nombreux. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de cet entretien en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Vital, on parlait de manifestation, tout ça, ça coûte. Alors on n'a pas un euro de financement public cette année, on n'a rien. On fait quand même, voilà, on fait grâce à vous, grâce à ceux qui peuvent et les dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Je vous le dis maintenant, pensez-y maintenant, ou faites-le en fin d'entretien, mais pensez-y, parce que sinon, nous, on ne peut pas continuer, évidemment, à faire tout ce qu'on fait et tous nos projets. Grand bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, profitez bien de cet entretien, à bientôt, vive la France. Bonjour à tous, alors je suis très heureux, c'est une première aujourd'hui sur cette chaîne. Nous faisons régulièrement les entretiens et pour la première fois je reçois, et vous l'avez réclamé fortement et vous avez raison depuis longtemps, Alexis Poulain. Alors Alexis Poulain qui est éditorialiste, cofondateur du Monde Moderne, qui vraiment s'exprime sur pas mal de sujets, toujours avec des mots qui sont bien pesés, mais il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est pour ça aussi qu'il est le bienvenu sur cette chaîne, c'est qu'on va pouvoir se dire les choses. On va parler de la situation française, on va parler de la situation internationale, des grands sujets qui nous intéressent tous, qui nous marquent tous depuis des mois, et puis surtout essayer de tracer ensemble des perspectives, parce que c'est ça aussi l'essentiel, c'est comment faire pour s'en sortir et pour aller vers quelque chose de mieux. Alors Alexis Poulain, bienvenue. Merci. Je suis ravi très sincèrement de cet entretien. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur votre propre présentation avant de commencer Non, c'était succinct, mais très bien, le monde moderne. J'ai rien oublié, l'essentiel. Et voilà, et parler de sujets avec un autre angle que ce qu'on peut trouver sur les chaînes d'infos en continu. Ça, je pense que c'est à peu près garanti. Bon. On va commencer, alors schématiquement, même si les choses sont imbriquées, on parlera plutôt de la situation française au début, puis de la situation internationale, mais évidemment sous un angle qui nous intéresse. Donc on va revenir peut-être sur certains sujets, y compris en deuxième partie sur les sujets plus français. Mais bon, globalement, on va commencer par la situation nationale, situation française. Allez, par un fait d'actualité qui a un peu surpris tout le monde. En bien, je pense, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Finalement, alors qu'il nous avait expliqué pendant une semaine qu'il en était hors de question, les députés RN à l'Assemblée nationale ont voté ce lundi, je crois que c'était le 24 octobre, la motion de censure présentée par la NUP. Ce qui n'a pas permis qu'elle passe parce que les LR ne l'ont pas votée. Mais ceci dit, c'est la première fois. Le 11 juillet, le RN avait refusé de voter la motion de censure de la NUP. Comment vous avez analysé ce signe ? Plusieurs choses. D'abord, c'est un coup politique et médiatique de Marine Le Pen qui clairement se pose en animal politique en disant voilà, moi je vote la motion de la NUP, même si je ne suis pas d'accord sur plein de trucs, puisqu'elle avait voté contre la hausse du SMIC et plein d'autres choses par ailleurs. Mais là, elle montre, elle donne des gages à ses électeurs en disant vous m'avez élu et vous avez mis 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour être dans l'opposition, donc on va faire de l'opposition. Et pas de principe. Évidemment, il y a eu cette prise de position qui
qui est raccord finalement avec le mandat qui est le sien, c'est-à-dire d'être un parti d'opposition, comme fait d'ailleurs la NUP. L'idée que ces oppositions ne puissent pas se rejoindre, ou que le fait qu'elles votent de manière d'une coalition contre le gouvernement, ne veut pas dire qu'elles sont d'accord sur les choses et que c'est une alliance entre le lapin et la carpe, enfin de deux choses qui ne pourraient pas faire alliance. Ça, c'est les éléments de langage du gouvernement derrière qui ont dit voilà, ça y est, les extrêmes se rassemblent. Oui, c'est le mélange entre Marine Le Pen, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ridicule. C'est ridicule puisqu'il s'agit d'un vote de coalition. D'ailleurs, Boris Vallaud de la NUP a fait remarquer à Bruno Le Maire que ça ne le dérangeait pas de voter avec des députés du Rassemblement national à l'époque, contre d'ailleurs des lois du gouvernement dont Emmanuel Macron faisait partie. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ce procès d'attention. Alors, il y a le coup politique, il y a le coup médiatique, il y a le fait de dire que ça jouait à pas beaucoup de voix puisque les Républicains ont choisi, eux, d'être dans l'opposition raisonnée, c'est-à-dire ils sont globalement d'accord avec Emmanuel Macron, sauf sur quelques points de détail, et ça va être difficile pour eux de survivre entre d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté l'hypercentre de Renaissance et consorts. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui est toujours là, veut clarifier les choses en disant maintenant il est temps de faire partie de la majorité. Alliez-vous. Ouais. Mais comme il y a une guerre des chefs et que les Républicains attendent de voir qui sera le leader, clairement, ils sont dans un moment difficile. À la fois, ils n'ont pas beaucoup d'élus. Ils savent que si jamais il y avait dissolution, ils ne seraient pas sûrs de retrouver autant. Donc, il y a ce principe de rente qui les tient aussi et qui fait que ça ne va pas vraiment changer. Donc, moi, j'ai trouvé bien que Marine Le Pen joue le jeu politique, parce que voilà, on n'est pas là pour faire semblant. Est-ce que vous croyez qu'elle l'aurait fait s'il n'y avait pas eu la pression ? Puisqu'ils ont quand même annoncé l'inverse pendant une semaine, et qu'ils avaient fait l'inverse en juillet. S'il n'y avait pas eu la pression populaire qui s'est manifestée... Je pense qu'elle le fait parce qu'elle sait qu'elle risque pas grand-chose, que ça permet de montrer... Parce qu'elle savait que les LR n'avaient pas le voté. Voilà. Et ça permet à la fois de cornériser les LR dans le camp de la majorité, en disant, vous savez, vous faites la politique d'Emmanuel Macron, c'est officiel. Ça permet de se dédouaner et de dire, voyez, je suis une vraie opposition, et de balayer l'idée d'une opposition d'opérette. Et puis, ça met dans l'embarras la NUP, qui se dit, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Mais en même temps, soyons sérieux, l'idée est de faire tomber ce gouvernement. Et puis, si on est sérieux, et c'est là où j'en veux aux Républicains, comment, d'un côté, Olivier Marleix, qui a un discours très construit, qui dénonce la politique du gouvernement, le trou de 3 000 milliards de dettes, enfin le budget présenté, c'est clairement une feuille de route pour aller droit dans le mur, le plus vite possible. Donc dénoncer ça, et de l'autre côté, ne pas voter pour arrêter le plus vite possible cette folie. Et en même temps, dénoncer le fait qu'on ait un ministre de la Justice mis en examen, qu'on ait un secrétaire général de l'Élysée également sous le coup d'une enquête, et continuer de faire comme si tout allait bien et qu'il fallait surtout préserver le gouvernement et éviter une crise politique. Mais la crise politique, on est en plein dedans. Il n'y a pas à éviter une crise politique. Donc je ne comprends pas la stratégie des Républicains, si ce n'est de dire nous avons finalement le droit de vie et de mort vis-à-vis de ce gouvernement, on est une sorte d'épée de Damoclès et on appuiera sur le bouton le moment venu. Mais les Français sont très loin de ces calculs politiciens, je pense. Ça, je vous rejoins totalement, et probablement qu'ils craignent par ailleurs une dissolution. Oui, parce clairement. qu'il est possible de pouvoir repartir en campagne, d'avoir autant de députés. Exactement. Peut-être que les Républicains perdraient quelques plumes dans l'affaire. Mais c'est vrai qu'Olivier Marleix, qui s'est quand même distingué sur l'affaire Alstom, et ça, il faut quand même le dire, c'est lui qui a parlé du pacte de corruption, qui a mené les choses devant le tribunal, je ne sais plus comment il s'appelle, cette cour économique qui a été créée sous Hollande, là, le parquet financier, pardon, c'est lui qui a réussi à déclencher cette affaire. Donc c'est un peu décevant de ce point de vue-là, mais pas surprenant pour ceux qui connaissent les positions, le jeu politicien des Républicains en particulier. Je crois quand même, malgré tout, que le RN a dû agir en ce sens, et que ça peut débloquer psychologiquement des choses pour l'avenir, parce qu'il y a eu un travail de conviction, de pression qu'on a vu très fortement depuis 2-3 semaines sur les réseaux sociaux, d'interpellation des députés. Et je veux dire quand même aux gens que tout ça, des pétitions, des manifs, etc., tout ça, ça sert. Il ne faut pas que les gens se disent ça ne sert à rien quand je signe une pétition, que je vais en manif ou que j'écris à mon député, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Je crois que quand les oppositions sont, en particulier quand les oppositions sont majoritaires, ça sert. Rien ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se désespérer. Il faut faire son travail, même si on a l'impression d'être un peu seul. Finalement, toutes les solitudes qui s'additionnent, ça fait beaucoup. Oui, et puis c'est aussi un rappel que le mandat électif de la démocratie représentative, quand on est député, on est censé représenter les électeurs. Et donc il faut se rappeler
au bon souvenir du député en lui rappelant pourquoi il a ce mandat. Et c'est pas seulement pour dire qu'il va voter pour ou contre avec quelques idées, il y a derrière la représentation du peuple et c'est important de le rappeler. Tout à fait. Alors justement, on va parler un peu plus maintenant qu'on a fini cette séquence un peu politique, mais même si elle est essentielle, on va parler du fond. Est-ce que vous pensez, je vais mettre les pieds dans le plat, qu'on est sorti du covidisme ? C'est-à-dire qu'on voit en Allemagne que des Länder remettent le masque obligatoire dans des commerces, dans les transports. On voit qu'en France, et tant mieux, il y a parfois des tentatives, des médecins qui retentent, etc. Mais que pour l'instant, le gouvernement semble très prudent et ne nous réimpose pas des restrictions. On n'a pas encore vu le pass revenir ou le masque obligatoire repointer le bout de son nez. Est-ce que vous pensez que c'est derrière nous ou méfiance, méfiance ? Il faut rester méfiant. On savait que ce vaccin ne limitait que très peu, en réalité, la transmission. Et là, si on veut maintenant le schéma vaccinal complet, on n'entend même plus d'ailleurs ce terme, le schéma vaccinal complet, parce que je pense qu'on est avec très peu de pourcentage de la population française qui a un schéma de vaccination complet. Là où on n'est pas sorti du covidisme, c'est que le gouvernement est d'une extrême mauvaise foi, voulant cacher la poussière sous le tapis, ne veut pas avancer d'un iota sur les soignants suspendus. Et ça, c'est scandaleux. Et les pompiers. Les pompiers, enfin tous les personnels qui ont été suspendus parce que non injectés. Et là, c'est scandaleux puisqu'on voit que ça recule partout, y compris aux États-Unis. Et alors qu'on a les preuves scientifiques sous les yeux, les preuves politiques sous les yeux, que tout ça est une politique de ségrégation qui n'avait pas lieu d'être, que c'est scandaleux. Quand est-ce qu'il va y avoir un geste à la fois d'indemnisation, puisque c'est scandaleux, et de réintégration de ces personnels qui ont été injustement mis à pied ? Et qui manquent cruellement. Vu, on le voit avec la situation de l'hôpital. On voit François Braun, et c'est là où on n'est pas sorti du covidisme, le nouveau ministre de la Santé, on le sent très 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 bien dans le narratif officiel. Lui va faire encore des grands rendez-vous au printemps pour essayer de sauver la pédiatrie. On comprend que les urgences sont encore étouffées, c'est scandaleux. Donc ça parle beaucoup, ça agit peu. Et sur les soignants suspendus, c'est un non-sujet pour le gouvernement. Or, c'est un vrai énorme sujet, maintenant qu'on a toutes ces révélations, maintenant qu'on sait que le pass sanitaire n'avait pas lieu d'être, et que l'idée du vacciner pour protéger les autres, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs pas un sujet pour le gouvernement, et c'est malheureusement pas vraiment un sujet pour la plupart des oppositions, qui n'en parlent quasiment. Non mais on va rappeler les choses, on est pour la liberté, tout simplement. On n'a jamais dit autre chose sur cette chaîne, et c'est pas une chaîne médicale. Mais non, nous on analyse les choses d'un point de vue politique. Mais ce que je vois des révélations, et évidemment c'est un non-sujet pour beaucoup trop de gens, or c'est pas normal qu'on revienne pas sur ce qui s'est passé. Et puis là où on n'est pas sorti du moment Covid ou du covidisme, c'est qu'on parle de la 8e vague, etc. Vous avez actuellement des docteurs Folamour qui continuent à travailler sur l'augmentation de virus un peu partout dans le monde pour voir si ce serait pas malin de mélanger oui, on l'a vu à Boston, par exemple. Omicron avec la souche Wuhan, et puis continuer avec aussi d'autres virus encore plus mortels. Donc, l'idée, de toute façon, qu'on continue à travailler sur ces virus augmentés continue. Vous avez toujours les mêmes politiques qui sont en place. Et puis, vous avez surtout, là, le petit combat de requin qui commence, puisque on voit qu'Agnès Buzyn, mis en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans cette gestion de la crise sanitaire, commence à attaquer frontalement Édouard Philippe et Emmanuel Macron lors d'un entretien au Monde avec son journal du Covid, où elle explique qu'elle a essayé d'alerter Emmanuel Macron sans jamais vraiment réussir, puisque lui était omnubilé par la réforme des retraites et les municipales. Et on voit Olivier Véran qui a écrit son livre aussi. Donc chacun y va de sa part de vérité, chacun se met un peu en position de se défendre et de balancer les petits copains face à la Cour de justice de la République. Donc les choses avancent aussi sur le plan... Elle n'a peut-être pas envie de porter le chapeau toute seule, puisqu'on a vu qu'elle... c'est-à-dire qu'elle a été mise en examen, alors qu'Édouard Philippe était moins assisté, donc il n'est pas mis en examen. Elle n'a peut-être pas envie d'être le fusible, quoi. Bon. Elle ne l'a pas été, elle a été exfiltrée à l'OMS, elle est maintenant... Pour l'instant, son sort n'est pas à plaindre, c'est évident. Bon. C'est évident. Et puis de toute façon, il n'y a pas que les autorités ministérielles, il y a la Commission européenne,
il y a les médecins de plateau, il y a d'autres sujets. Ça devrait pousser davantage, et toutes couleurs politiques confondues, c'est sur le scandale de l'achat des vaccins par la Commission européenne. Le prix auquel on les a achetés, l'opacité du processus, l'opacité du contrôle, le nombre de 10 doses. fois le nombre d'habitants. 10 doses par personne. Ouais. Mais voilà. Et Ursula von der Leyen qui fait tout pour échapper à la justice et qui d'ailleurs réussit très bien puisque personne ne l'attaque réellement. Il y a une ouverture d'enquête par le oui. parquet européen. Je ne sais pas ce qu'il vaut puisqu'il a été créé en 2021 et je me méfie beaucoup des institutions européennes. Oui, voilà. Mais bon, on verra bien. Très léger. Exactement. Mais peut-être que le covidisme s'est reconverti, il a changé de vêtements en fait. Il s'appelle l'ukrainisme aujourd'hui. Parce que, si j'ose ce mot, ouais. Toute comparaison évidemment n'est pas raison, mais quand même, on voit des choses dans la manière de gérer, je veux dire. Par exemple, ce discours. Si nous ne sommes pas collectivement responsables, maintenant sur le chauffage oui. ou sur le reste, avant sur le vaccin, alors on sera obligé de sévir. Rationnement, voire passe énergétique, on ne sait pas très bien. Conseil de défense énergétique sous secret défense, comme on avait les conseils de défense sanitaire, ces interventions de la météo de l'électricité, comme on avait M. Salomon. Vous voyez, alors, cette peur, cette agitation de la peur, attaque nucléaire, guerre, enfin des choses incroyables. Est-ce que finalement, le covidisme, c'était pas plutôt un mode de gestion des populations qui trouve son fil conducteur et sa continuité dans cette guerre? Oui, alors c'est ça, il faut définir covidisme et ukrainisme. L'idée c'est de dire on a une propagande par la peur systématique de contrôle des populations, ou du moins d'abrutissement avec le eux et nous, ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté, en empêchant le débat démocratique, puisque c'est à peu près les mêmes choses. Mais je dirais pas que c'est l'ukrainisme. Moi je vois plutôt l'Ukraine, c'est un conflit ouvert qui trouvera, j'espère, une résolution rapide et par la paix. Mais je pense que cette propagande et ce thermoformage des esprits va plutôt s'incarner dans l'injonction climatique, au-delà de la guerre en Ukraine. L'Ukraine peut être prétexte pour accélérer tout ça. C'est un moment, mais là où je vois les mêmes à la manœuvre, vraiment, c'est sur tout ce qui est maintenant le carbone, les marchés carbone, le contrôle de l'empreinte carbone, etc. Vous avez les cabinets de conseil, vous avez évidemment le World Economic Forum qui est également là, le gouvernement, avec l'idée de contrôler, d'être du bon côté, d'avoir toujours je baisse, j'éteins, je décale, je mets mon col roulé, j'obéis, je regarde la télé, je coupe quand il ne faut pas, et l'idée qu'il faut se sacrifier collectivement pour un bien plus grand qui est les valeurs, nos valeurs. Alors nos valeurs, elles sont étonnantes, parce que comme on veut sauver le climat et qu'on veut mais qu'on veut limiter les émissions de CO2, on rouvre les centrales à charbon. Oui, c'est ce que j'allais dire. On importe du gaz. Où sont passés les écolos quand même Mais ils ont disparu parce qu'ils sont dans une contradiction, un paradoxe qu'ils ne peuvent pas résoudre. C'est-à-dire d'un côté être sur l'alerte climatique en balançant de la soupe à la tomate sur des tableaux, en disant qu'il faut faire quelque chose, arrêter le pétrole, arrêtez. Et de l'autre côté, il y a des dirigeants qui sont obligés, sans quoi c'est la faillite d'une économie déjà faillissante européenne, d'aller chercher le gaz là où il est, le pétrole là où il est, et le gaz de schiste américain, puisque maintenant on s'est volontairement coupé d'un gaz bon marché russe par principe, puisqu'il fallait des sanctions contre la Russie. Or, c'est allé trop vite, l'Allemagne s'en rend compte maintenant, et on voit bien que on ne peut pas résoudre ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens d'arrêter de rouler en voiture parce qu'ils polluent et que c'est scandaleux, et de l'autre côté, importer par bateau du gaz de schiste depuis les États-Unis, avec des bateaux qui polluent en plus, le charbon qui vient d'Afrique du Sud et d'Australie pour aller alimenter nos centrales à charbon qui devaient fermer il y a de ça 1 an. On marche sur la tête. Qu'on achète d'ailleurs gaz américain extrêmement cher. Extrêmement Bruno Le Maire s'est un peu agité sur le sujet, mais et le plus drôle, il n'y a pas de traduction concrète derrière. On s'est coupé du gaz russe, mais en fait, il passe par des acheteurs internationaux, c'est-à-dire qu'on le rachète aux Turcs, aux Chinois, aux Indiens et aux Saoudiens. Donc c'est d'une débilité sans nom, ce qui s'est passé. Mais encore une fois, ils ne vont pas. C'est débile du point de vue de ce qu'on vit nous, mais du point de vue d'une puissance américaine qui, depuis des années, de toute façon, a cet objectif stratégique de couper le lien entre Russie et les pays européens, notamment du point de vue énergétique. Mais pas que, c'est assez rationnel. Oui, mais ce qui est terrible, en fait, c'est de voir des dirigeants européens
qui sont totalement inféodés à la stratégie des faucons de Washington. Et c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, on a des young leaders depuis longtemps. Mais là, on va très loin maintenant. Mais là, on va beaucoup trop loin dans l'idéologie. Et on peut pas avoir d'un côté Emmanuel Macron qui parle de souveraineté européenne et qui fait tout pour que l'Europe n'existe pas, même politiquement. La souveraineté européenne, moi je suis sur le concept très gêné, parce que pour moi la souveraineté est rattachée à un peuple. Ou alors c'est qu'il y a une monnaie, un peuple, une oligarchie qui a cette souveraineté. Exactement. À ce moment-là, bon. Mais là, enfin, même sur son discours, il n'y a rien qui va. Et de fait de dire que là, on assiste à un suicide européen, clairement, hein, et les Allemands en prennent conscience. On va parler de l'Allemagne un petit peu tout à l'heure. Rapidement, mais cette idéologie-là n'a aucun intérêt, et on pouvait soutenir l'Ukraine sans avoir ces sanctions énergétiques, de toute façon, par les armes, par les dollars et par le soutien logistique. Est-ce que ça ne change rien. Tirer quand même l'idéologie comme cela jusqu'au bout, être aussi obéissant vis-à-vis de certains intérêts américains, je ne dis pas du peuple, je ne confonds pas avec le peuple américain, hein, je parle d'intérêts américains, bien compris, est-ce que ça peut nous mener jusqu'à accepter la guerre, d'être nous-mêmes un théâtre de guerre, cette fameuse guerre mondiale dont on nous parle? Est-ce qu'ils sont suffisamment fous et soumis et serviles chez nous pour prendre le risque de nous conduire à la guerre, à votre avis? Alors, c'est le problème de l'OTAN. De toute façon, il n'y a pas de défense européenne. Donc on voit bien, les Allemands achètent du matériel américain, les Belges également, enfin, et tout le monde essaye de c'est ça la défense européenne, oui, c'est d'acheter américain. Bien sûr, c'est l'OTAN. Comme toujours, comme la souveraineté européenne, c'est la souveraineté américaine. C'est toujours la même chose. C'est ça l'arnaque. C'est une logique d'empire. Donc on est les marges, et on est surtout un terrain de jeu assez vaste, avec des économies qui dépendent du marché américain. Donc c'est pour ça que les Allemands sont aussi si obéissants, parce que si les Américains coupent l'importation de voitures allemandes, ça va être compliqué pour les Allemands. Pour les Français, c'est également pareil sur de nombreux produits. Donc là, on se retrouve dans une situation qui pourrait évidemment dégénérer. On parle maintenant d'attaque à la bombe sale, d'un côté ou d'un autre. Tout le monde se renvoie l'information en disant que c'est eux qui vont le faire, mais c'est nous. Mais bref, il y a eu les sabotages de Nord Stream. Il y a eu les sabotages de Nord Stream, avec les Suédois qui ont d'ailleurs fait une enquête et qui ne veulent pas révéler les résultats de leur enquête. Qui ne veulent pas impliquer d'autres pays d'ailleurs dans l'enquête, y compris l'Allemagne. C'est formidable. Voilà, donc là aussi, comment c'est possible? Comment à un moment, des partenaires européens ne se mettent pas autour d'une table en disant je veux la vérité sur ce qui s'est passé? Alors peut-être nos dirigeants ont-ils la vérité, ils ne veulent pas la partager, mais en tout cas, je ne comprends pas qu'on puisse continuer sans savoir qui a saboté Nord Stream. J'ai envie de dire, si on savait que c'était la Russie, on le saurait déjà, non? Ça s'étalerait sur tous les écrans de télé. C'est vous qui le dites. J'essaie juste d'être logique. Vu le niveau de propagande, si on savait que c'était eux de manière certaine, je pense qu'on le saurait. Voilà. Donc on est vraiment dans un piège, évidemment, qui ne bénéficie pas au peuple européen ni à l'économie européenne. Il n'y a personne sur ce continent. Et malheureusement, je crois que nos dirigeants sont inexistants sur la scène internationale. Enfin, Emmanuel Macron, qui a essayé de gesticuler au début de cette guerre, qui est allé voir Poutine, qui est allé voir Zelensky, qui est allé voir Biden, qui a tout fait pour dire « bon, attendez, on va... » Bon, aujourd'hui, Poutine ne veut plus parler à Macron, c'est Biden qui gère, enfin, c'est les faucons à Washington qui gèrent. Je pense que Biden ne gère plus grand-chose. Je pense qu'il gère son agenda. Oui, il gère aussi les endroits où il essaie de se déplacer lui-même, c'est déjà pas mal. C'est un peu ça, c'est assez terrible. Mais pour ce qui est des dirigeants européens sur la scène internationale, voilà, ils ne servent à rien. On va préférer parler à un dignitaire saoudien qu'au président français. À quoi bon parler aux domestiques, autant parler aux maîtres directement. Quand on se met nous-mêmes en position de soumission, on perd évidemment toute influence instantanément. Évidemment. Bon, donc je ne sens pas non plus trop alarmiste ou pessimiste sur l'explosion d'une guerre. Non, mais j'en parle parce qu'on en parle. Parce qu'il y a toujours il y a quand même ces rumeurs de bombes sales, etc. Oui, non, mais les rumeurs de bombes sales... Ça peut inquiéter légitimement les gens. Hein. On a vu les sabotages sur le pont et sur Nord Stream. Crimée, il y aura sans doute d'autres sabotages. On parle des câbles sous-marins, pourquoi pas, les infrastructures de communication. Il y a eu les bombardements sur l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, cette guerre, elle dure, elle s'enlise, elle tue, elle est terrible. Et pour les Russes, il faut rappeler qu'il y a une mobilisation, donc ça commence à peser sur les populations. Pour nous, on continue à dire voilà, il faut absolument pousser pour qu'il y ait des négociations équitables. On les aura sans doute après des milliers de morts qui auraient pu être évitées. Alors justement, vous parliez de Biden, il y a des échéances électorales américaines importantes le 8 novembre, les midterms, les élections de mi-mandat pour une partie de la Chambre des représentants, le Sénat. Vous pensez qu'on dit que ces élections sont importantes parce que si les républicains
alors qui sont composites, les républicains. En tout cas, il y a un clan à l'intérieur plus trumpiste, qui semble en avoir un peu marre de cet envoi d'armes permanent à l'Ukraine, qui estime que c'est plutôt mettre de l'huile sur le feu et d'entretenir le conflit. Est-ce que vous estimez que ces élections sont importantes? Est-ce que vous craignez que nous soyons d'ici le 8 novembre dans une situation délicate où Biden, pour ne pas les perdre, ou son clan autour, pourrait être tenté de faire des choses irrémédiables? Comment vous voyez les choses? C'est bien tout le problème, c'est-à-dire que le chaos mondial suit finalement le calendrier électoral américain systématiquement. Ça commence à se voir. Ça se voit beaucoup. Donc ce serait bien que ça se calme et qu'ils se démerdent en fait au niveau national avec simplement leur économie. Aujourd'hui, Biden, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il puise dans les réserves stratégiques de pétrole pour essayer de limiter le prix à la pompe et l'inflation. Oui, je crois qu'il leur reste 24 jours de diesel. Rien. Ouais. Donc vraiment, c'est tiré jusqu'au bout pour faire croire que la politique démocrate est formidable. Donc tout ça, c'est un cirque. Et si derrière, il compte systématiquement sur une intervention à l'étranger pour souder le peuple américain, derrière un président de guerre, il faut arrêter en fait, on en a ras-le-bol en fait. La Pax Americana, c'est cette désorganisation. La question, mais est-ce que ça marche pour lui? Cyniquement, est-ce que ça marche? Non, je crois que là, déjà c'est les midterms, ça pourrait marcher si c'était une présidentielle. Sur les midterms, on peut espérer que l'enjeu, il est quand même de perdre les majorités dans les chambres représentatives, limite quand même l'appétit des faucons ou leurs bêtises. Mais clairement, on les sent extrêmement fébriles. Joe Biden qui parlait d'un risque de manipulation des élections. Ouais. Donc on voit bien l'achat de Twitter par Elon Musk qui fait peur aussi aux démocrates parce que Elon Musk n'est pas dans leur camp et qu'il en a marre que Twitter censure systématiquement les informations clés lors des campagnes. Le cas de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui a été clairement censuré pendant la campagne présidentielle alors qu'on avait déjà les informations sur l'ordinateur et les agissements du fils de Biden. D'ailleurs, il y a des rebondissements judiciaires actuellement et la presse française en dit pas un mot. Pas un mot, mais comme j'ai cherché ce matin Biden et de Burisma, c'est deux mots que les Français ne connaissent pas et qui expliquent à la fois la situation en Ukraine et la corruption des élites américaines qui est quand même terrible. Et donc, voilà, beaucoup de choses qui font que les démocrates sont fébriles et c'est jamais très, très rassurant parce qu'ils sont prêts à tout, évidemment, pour garder le pouvoir. Ils sont prêts à tout. Alors on voit d'un côté cette puissance américaine qui peut présenter des signes à la fois d'espoir si les choses basculent et d'inquiétude, on vient d'en parler. Un autre sujet d'inquiétude en ce moment un peu pour nous, c'est l'Allemagne. Alors, on est dans une situation assez amusante où on voit des élites, avec beaucoup de guillemets, françaises, très conventionnelles. Je pense à Nicolas Bavray, par exemple, qui est passé partout, aux Échos, au Monde, au Figaro, qui est au Cercle Institut Montaigne toujours, et qui vient de publier une tribune assez hallucinante dans le Figaro en découvrant qu'il n'y a pas de couple franco-allemand. Il dit la France parle de souveraineté, l'Allemagne l'exerce, des choses comme ça. Une sorte de dépucelage intellectuel, politique sur la réalité de cette relation. Mais en même temps, l'Allemagne nous fait assez mal en ce moment. On voit qu'elle bloque... sur la réforme du marché européen de l'énergie, elle va plutôt vers une solution qui est contre les intérêts français. Sur tous les projets de défense sur l'armée, elle se réarme, etc. Et elle achète américain et elle nous laisse en plan sur les sujets sur lesquels on s'était engagé. Le plan de relance de 200 milliards, elle le fait toute seule sans prévenir personne. Comment vous analysez-vous cette affaire? Parce qu'en même temps, l'Allemagne reste soumise aux États-Unis aussi. Donc, est-ce que, aujourd'hui, clairement, vous pensez que l'Allemagne, ça y est, fait son coming out, désolé pour l'expression américaine, enfin anglaise, mais est-ce que vous pensez que l'Allemagne, aujourd'hui, va clairement vouloir prendre l'ascendant et que la France risque de devenir un satellite, un pays marginal, y compris au sein du continent européen? Je crois qu'il y avait, ceux qui savent que le moteur franco-allemand a toujours été un argument marketing des élites françaises pour masquer leur incurie et le fait que l'économie européenne dépendait de la bonne santé de l'économie allemande, globalement. Et ça fait des années qu'à Bruxelles, les Allemands ont pris l'Europe au sérieux, ils ont investi dans les institutions européennes et aujourd'hui ils ont Ursula von der Leyen, une Allemande, à la tête de la Commission, mais également des postes clés dans toutes les directions générales. Et donc ils ont fait en sorte que l'Europe soit
la bouée de sauvetage après la réunification, clairement, hein, qui a permis... Soit leur instrument, ouais. Oui, et puis surtout de garder cette assise sur toute l'Europe centrale et les pays de l'Est, puisque c'était leur zone d'influence, travailleurs peu chers, main-d'œuvre peu chère, nouveaux marchés, etc. Et puis zone d'influence culturelle également. Même l'euro, c'est une monnaie qui est très adaptée à l'Allemagne et pas à la France. C'est basé sur le mark avec la règle des 3%, etc. Donc tout a été fait pour que l'Europe soit vraiment le véhicule le plus adapté au sauvetage de l'économie allemande après la réunification. Et ça a très bien marché pour l'Allemagne. Pour la France, c'est autre chose. On voit qu'on a de toute façon des responsables politiques qui, depuis des années, n'ont fait que vendre les bijoux de famille, dépecer finalement ce qui appartenait au peuple français, sous prétexte d'une libération heureuse des marchés et des énergies. On voit ce que ça donne sur l'énergie, justement, les prix qui explosent et qui a un non-sens économique sur le prix de l'énergie. Pour les Allemands, aujourd'hui, ils sont eux aussi fébriles parce qu'ils comprennent que les sanctions sont d'abord des sanctions contre leur économie, puisqu'ils dépendaient massivement du gaz russe, et qu'il n'y a rien actuellement pour remplacer le gaz russe. Donc ils sont en train de ramer pour essayer de récupérer. Donc heureusement, nous les Français, nous leur vendons du gaz que nous avons acheté. Les réserves de gaz sont blindées, là, on en a pour cet hiver. On verra pour les hivers prochains, mais là, ça passera au moins encore pendant un an. Les solutions d'énergie renouvelable vendues par les Grünen, les Verts allemands, sont loin d'être au point en réalité, et ils ferment leurs centrales, alors ils ont décalé la fermeture, mais l'énergie c'est un vrai problème pour l'Europe. On n'a pas de ressources énergétiques. Alors, on a surtout, en plus, nous-mêmes, on a détruit, on n'a pas suffisamment investi, en tout cas, dans le nucléaire. Alors, on n'a pas investi dans le nucléaire, on a les barrages, mais surtout, on a Total, les Français. On est les seuls à ne pas être américains et avoir une multinationale de l'énergie de cette taille-là. Or, on voit bien, alors Total est accusé, bien sûr, de super profit. Patrick Pouyanné, son PDG, également, s'est plaint, en disant, mais moi, j'ai fait des efforts. Mais si on regarde stratégiquement, Total, c'est une aberration pour les Américains. Il ne devrait pas y avoir une entreprise de cette taille-là qui puisse être concurrente de leur compagnie pétrolière. Comme EDF est une aberration pour les Allemands. Mais exactement. Donc, nous, on avait une force incroyable, c'était justement EDF, GDF, qui sont devenus Engie et puis machin, et puis l'Europe a fait qu'on a été obligé, enfin on aurait pu dire non, mais Jean-François Cirelli, très zélé, a transformé Gaz de France en Engie, a accompagné la dérégulation du marché de l'énergie, il est maintenant patron de BlackRock, Europe est sans doute remercié pour ses bons et loyaux services, et voilà, et personne au sein des responsables politiques n'a tiré la sonnette d'alarme en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire, et maintenant on a un président, Emmanuel Macron, qui parle de solidarité européenne, qui passe son temps à dire moi je joue le jeu, faudrait jouer le jeu, et j'attends de voir ce qui va se passer puisqu'on commence déjà à envoyer notre gaz à l'Allemagne, on est très très solidaire. Je pense qu'on n'aura pas un seul mégawattheure en retour en matière d'électricité allemande. L'Allemagne nous dira c'est très compliqué pour nous, c'est très tendu cet hiver. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine, et surtout le pire, c'est l'interview qu'il a donnée aux Échos il y a de ça une semaine, où il explique qu'une politique nationale est contre nature parce qu'il faut vraiment jouer la carte de la solidarité européenne. Mais quel président de la République vous dit qu'une politique nationale est contre nature? C'est même contraire à ce que lui demande la Constitution. Où il doit sauvegarder les intérêts nationaux. C'est scandaleux. Ouais. Non mais ça c'est extrêmement grave, vous avez raison d'en parler. Je reviens juste sur un tout petit point, parce que vous disiez les Allemands ont placé des hommes et des femmes, y compris Ursula, on sait, dans les institutions pour défendre leurs intérêts. Oui, mais moi je pense que quand la France place un Français, ce Français-là, la plupart du temps, ne défend pas les intérêts français, parce qu'il est pris d'idéologie, alors qu'un Allemand n'oubliera jamais les intérêts allemands. Et Ursula, il faut lire toutes les enquêtes sur elle, ne fait rien sans avoir avant l'avis de la chancellerie allemande et l'accord de Berlin. Mais il faut savoir ce qui n'est pas du tout le cas d'un haut fonctionnaire français qui ne raisonnera pas comme ça. Mais non, mais le haut fonctionnaire français, d'ailleurs, c'est une blague. Qui aura honte d'être français, qui le cachera et qui agira contre les intérêts français pour montrer qu'il les dépasse. Qu'il est ultra-européiste. Mais avant Ursula, il y avait M. Selmayr, qui était le bras droit de Jean-Claude Juncker à la Commission européenne, et qui était déjà là, l'homme de Berlin au sein des institutions européennes. L'œil de Berlin. Ouais, mais c'est, et les Français, entre les seconds couteaux qui sont envoyés au Parlement européen par certains partis, et personne qui ne veut s'investir dans les institutions européennes pour les faire marcher pour nos intérêts, puisque l'idée c'est de dire c'est une solidarité, c'est formidable, on est là pour tous s'aider. C'est pas du tout comme ça que les autres pays européens voient les institutions européennes. Oui, en tout cas, nous conduisent à la ruine, à la ruine à tout point de vue, depuis pas mal de temps. Maintenant,
Passons d'un pays à l'autre, parce qu'il y a un autre pays qui fait parler d'eux, il y en a deux qui font parler d'eux en ce moment aussi au niveau européen. Il y a le Royaume-Uni et l'Italie. Oui. Le Royaume-Uni a... Alors, vous avez vu le tweet de Farage qui dit on est victime d'un coup d'État mondialiste. Oui. Je le cite, avec la nomination de Rishi Sunak, richissime comme il l'appelle là-bas, mais qui est un homme de Davos, qui est un homme qui était dirigeant chez Goldman Sachs, qui a toutes les caractéristiques, qui coche toutes les cases du mondialisme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est si surprenant parce que finalement le Royaume-Uni a toujours été dans la roue de Washington de toute façon, c'est le grand large, le choix du grand large, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment un refus du Brexit, de ce qu'il incarne, et qu'il faut remettre le Royaume-Uni sur les bons rails? Deux choses. Bon, entre guillemets. Depuis le début, de toute façon, le Brexit dérange. Ça, on tout l'a a compris. été fait pour que ça ne fonctionne pas, pour que ce soit extrêmement douloureux pour les Britanniques qui avaient choisi de se désengager de l'Union européenne. Là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a un parti essoufflé, les Tories, en pleine crise de politique interne et de légitimité, qui impose deux premiers ministres, d'abord Liz Truss, qui dure 44 jours, et ensuite Rishi Sunak, sans élection. D'où le coup d'État. C'est-à-dire que là, les Anglais se retrouvent regardent ce spectacle en disant mais non, nous ce qu'on veut maintenant c'est des élections générales, ça suffit. Et Rishi Sunak, son profil évidemment peut poser question. Il a été d'abord chancelier de l'échiquier, donc ministre du budget avec Boris Johnson. Il est ancien de Goldman Sachs, marié à une richissime héritière indienne dont le père est un des fondateurs d'Infosys, qui est une boîte qui fait des technologies de bio-identification, une des plus grosses d'ailleurs, avec le programme indien, c'est plus de 900 millions de personnes qui ont maintenant une identité liée à leurs caractéristiques de biométrie. C'est là encore la marque de Davos d'une certaine façon. Oui, on n'est pas hyper surpris. Oui. Voilà, et lui, qui arrive sans être élu et qui va reprendre un pays, comme vous le dites, pour le remettre sur les rails. C'est-à-dire, il est l'homme des marchés. Il est là pour rassurer la finance, les fonds qui ont vu dans le programme de Liz Truss un danger pour leur investissement. Et c'est la fin de l'État en réalité. C'est-à-dire qu'on arrive... Qu'est-ce qui se passe quand un pays est totalement géré par la finance et plus du tout par la politique? Il se passe ça, c'est-à-dire vous avez des hommes de paille qui sont là uniquement pour regarder la note sur les marchés de la dette internationale et assurer que la finance va pouvoir continuer de faire du business sans trop perdre de plumes dans un pays qui ne fait que de la moins-disance sociale, c'est-à-dire allongement du temps de travail, la retraite de plus en plus loin, des conditions de travail détériorées, des services publics détériorés. L'Angleterre le connaît depuis longtemps, le NHS est en péril depuis bien avant que nos hôpitaux soient en péril également. C'est le choix de la pauvreté systématiquement, les politiques qui sont faites. Et là... Voilà, on a ces profils-là qui arrivent un peu partout, qui ne sont pas des politiques. Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est un technocrate choisi, coopté, qui arrive créé par l'oligarchie médiatique, qui, à coup de une de magazine, vend la nouveauté, alors qu'il est la fin d'un système. Qui tombe du ciel bancaire, quoi. Et encore, la différence, c'est que les Français ont pu s'exprimer, voter. Oui, mais alors c'est étonnant. Mais sous influence incroyable, avec une propagande, avec une inégalité des armes, des temps de parole, des points de vue médiatiques flagrantes. Mais alors que le Royaume-Uni, c'est vrai qu'on lui impose. Et on a l'impression qu'on veut punir le peuple britannique depuis qu'il a choisi le Brexit clairement. Par référendum. On se rappelle des longues discussions avec Michel Barnier. Avec ces dossiers de milliers de pages pour rendre l'accord impossible. Et l'accord a été possible. Et de toute façon, il ne faut pas rêver. Enfin, des traités, c'est quoi? C'est des bouts de papier avec des trucs écrits dessus. On peut tout à fait écrire autre chose et se mettre d'accord et continuer à faire du business. C'est pas compliqué. Oui, on peut même les mettre à la corbeille quand c'est nécessaire. Et voilà. Il y a une autre peut-être manière de le faire pour l'oligarchie. Il y a cela, directement mettre un cyborg mondialiste à la tête du pays. Et il y a aussi la fausse opposition. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'Italie? Parce que quand on regarde le gouvernement Meloni, elle n'a pas fait beaucoup de promesses révolutionnaires pendant sa campagne de toute façon. Elle a tout de suite dit on sera dans l'OTAN, on sera dans l'Union européenne, on aura la même politique sur l'Ukraine, on aura la même politique sur l'euro, etc. Ok. Elle a dû gérer un peu Berlusconi sur la Russie et un peu Salvini sur l'Europe, quoique la Ligue a beaucoup mis d'eau, à l'image du RN, son allié en France, beaucoup mis d'eau dans son vin souverainiste. Mais là, nomination, donc ministre des Affaires étrangères et de l'Italie, Tajani, qui était président du Parlement européen, qui est très européiste.
Salvini est relégué aux infrastructures, alors qu'avant il était à l'intérieur quand même, on s'en souvient. À l'économie, eh ben, on a quelqu'un qui était déjà au développement économique sous Draghi, qui s'appelle Giorgetti, donc il sera là aussi pour rassurer les marchés, etc. Mais la presse, j'ai vu BFM qui continue de dire Meloni, elle est post-fasciste. Oui. Alors, elle est post-fasciste parce qu'elle soutient l'Union européenne. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je veux être taquin, ça, c'est pas forcément faux. Comment vous analysez ces espèces de fausses maintenant Est-ce que c'est la Tsipras de droite, quoi? Est-ce que c'est la fausse alternance, quoi? Tsipras, on lui a quand même tordu le coude assez rapidement, mais lui, il était sur une autre promesse. Mais elle arrive. Elle explique clairement qu'elle ne changera rien. Peut-être simplement une politique davantage xénophobe. Mais elle veut être un peu plus dure sur l'immigration. Voilà. Mais Salvini l'avait promis comme ministre de l'Intérieur. Et il n'a rien fait. Il avait fait des choses médiatiques sur les bateaux, mais c'était. Oui, voilà. Sur la réalité, rien n'avait changé. Mais non, parce qu'on est tenu par les traités européens, encore une fois, sur les politiques migratoires. Et de toute façon, elle est post-fasciste de par sa culture, de par l'origine de son parti, etc. Mais elle est de toute façon très consciente, je pense, de la situation délicate de l'Italie, et l'Italie n'a pas les moyens de se braquer avec les financeurs internationaux pour s'assurer un endettement jusqu'à la fin des temps. En France, c'est pareil, 3 000 milliards de dettes. Bon, on n'en parle pas parce que c'est normal. Mais c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans un cycle, en fait, où pour payer la dette, on s'endette, et on ne fait que ça. Parce qu'on ne veut pas aller chercher l'argent là où il est, dans les super profits, imposition de certaines classes super aisées, je ne parle même pas des classes aisées, là. Et puis derrière, pourquoi pas chercher à taxer la finance, les microtaxes sur les transactions financières, des choses un peu plus créatives. On a les moyens maintenant. Non, surtout pas. Parce qu'il ne faut pas être souverain pour faire ça. Évidemment, mais on nous explique que non, si on veut une politique intéressante sur la taxation, il faut une politique internationale. C'est l'assurance que rien ne bouge. C'est le cas sur la taxation des multinationales. Tout le monde s'est félicité d'un truc qui existait déjà et finalement on reste sur un pourcentage qui est à peu près le même qu'aux États-Unis, c'est-à-dire pas grand-chose. Et on applaudit. Enfin, ils s'applaudissent eux-mêmes, parce que c'est un peu ça le truc. Sur Meloni, elle arrive et elle dit oui, voilà, très bien. Le premier qui lui rend visite, c'est Emmanuel Macron. Super. Premier message de félicitations dans les premiers, Ursula. Dit, on va faire un super boulot, c'est génial, en italien. Et oui. Et Meloni a répondu merci beaucoup, présidente Ursula von der Leyen, etc. Donc les Italiens, après, c'est une scène politique qui travaille toujours dans la coalition, dans la façon d'une instabilité chronique. C'est quoi? C'est 11 mois, je crois, le temps moyen d'un Premier ministre italien. Donc, je lui donne quelques mois, et puis voilà. Mais en gros, il ne se passera rien. Rien, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe en réalité? Mais comme aujourd'hui, les oppositions qui étaient un peu plus souverainistes il y a quelques années, voire beaucoup plus, qui ne le sont plus, je pense au RN, on va parler clairement. Oui. Je pense que leur arrivée au pouvoir aujourd'hui, là je m'engage personnellement, mais je pense ne changerait rien. Ne changerait pas grand-chose. Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de... À partir du moment où vous restez dans l'OTAN, l'Union européenne, la CEDH, Schengen, l'euro, ce système financier, etc. Je ne vois pas très bien ce que vous pouvez changer. Non, puisque vous êtes tenu par les traités européens pour appliquer une politique à l'échelle d'un continent. Et si vous êtes d'accord, très bien, mais dites-le. Et arrêtez de faire semblant de faire croire que vous défendez une souveraineté nationale et un retour à une indépendance, puisque ce ne sera pas possible dans le cadre des traités actuels. Justement, pour conclure... sur une note plus positive, on espère. Là, on voit les astuces un peu du système pour se maintenir, par différentes manières. Qu'est-ce qu'on doit faire? On y réfléchit tous, je veux dire, nous on y réfléchit, vous y réfléchissez. Il y a depuis notamment le Covid, ça a commencé avant bien sûr, mais depuis le Covid, on voit des ponts qui se créent entre des résistants entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui essaient de trouver une voie de résister à ce qui se passe, une voie de changement, d'alternative, de tout milieu politique, économique, les médecins, des penseurs, des universitaires, des journalistes, des avocats, etc. Les gens disent mais faites-en davantage, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pêche, comment on pourrait incarner vraiment un espoir dans un peuple français qui en a furieusement besoin, quoi. Il s'agit de bâtir l'alternative en réalité, puisque aujourd'hui, le discours officiel, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, c'est ce que disent les macronistes. Vous ne pourrez pas faire mieux que nous, personne ne peut faire mieux que nous. Enfin voilà, surtout pas de crise politique, parce que le centre, c'est la fin du politique en réalité. Le trou noir qui absorbe tout. Donc il faut une feuille de route très claire sur la reprise de pouvoir par le peuple.
puisque c'est la promesse démocratique. Et pour ça, il faut dépasser les cadres actuels. Et c'est ce qui se passe un peu. Il y a des lignes qui bougent quand même, notamment au sein des bases militantes, puisque derrière, Clairement. on va dire, on peut se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Il y a des choses qui seront toujours difficiles, notamment les questions de migration, de laïcité, etc. Mais globalement, sur la souveraineté, c'est assez clair. Est-ce qu'on veut reprendre le contrôle ou est-ce qu'on continue d'être le jouet des marchés financiers ? Alors, avec 3 000 milliards de dettes, je ne vous cache pas que ça va être très difficile d'arrêter d'être le jouet des marchés financiers, puisque c'est l'assurance en fait d'une chaîne sur des générations. Vous avez une partie de la dette quand même sur ce sujet qui est liée aux banques centrales et Oui, qui n'est pas de même nature qu'une autre partie de la dette et qu'on pourrait mais il y a un plus vrai facilement débat. annuler ou Et pour ça, il faut prendre le contrôle ou neutraliser, de la en banque tout cas. centrale également. C'est évident. Les banques centrales qui commencent à avouer que oui, elles ont une politique débile de création monétaire pendant la crise Covid qui amène l'inflation. Heureusement, tout le monde le disait, sauf elle, maintenant ça y est, la petite bosse de Christine Lagarde. Et donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est la création des possibilités de l'alternative. Donc les alliances, évidemment, le programme, d'une certaine façon. On peut déjà travailler sur des bases existantes en disant voilà ce que nous proposons en tant que souverainistes. Et puis effacer les sauts d'infamie que sont le nationalisme, le fascisme, le gauchisme, enfin tout ce qui fait que... arrêter avec les invectives, quoi, aussi. Oui, voilà. Oui. Et simplement dire, mais écoutez, je crois qu'il y a des gens qui sont simplement des honnêtes personnes, qui cherchent à préparer un avenir heureux pour leurs enfants, et puis à vivre tranquillement, dans un monde de paix où ils ont suffisamment pour se loger, se nourrir, et assurer un avenir décent. Et retrouver une forme de liberté. Et la liberté, évidemment. Le contrôle devient pesant. La liberté, oui, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a été bafoué par les institutions pendant le Covid. J'ai été choqué du choix du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de valider des choses qui n'avaient pas lieu d'être dans une démocratie, même une démocratie contrainte, puisqu'on était en période exceptionnelle, comme d'habitude. De voir que ces garde-fous-là sont tombés est extrêmement inquiétant. Bien sûr. Et donc, il y a des solidarités locales qui se sont créées, il y a une prise de conscience aussi, je pense, qui commence à grandir, et derrière, c'est l'offre politique, évidemment, qui doit déboucher sur quelque chose. On a vu, lors des Gilets jaunes, un mouvement qui sortait de nulle part, sans mot d'ordre d'aucun parti, d'aucun syndicat, mais qui a été réprimé dans une violence d'État inédite. Incroyable, scandaleuse. Voilà. Et derrière, aussi un échec politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'incarnation. Il y avait la peur de la récupération par tel ou tel parti, mais il y a eu une difficulté finalement d'organisation. Et c'est ça le plus difficile, c'est comment s'organiser pour créer une offre politique nouvelle, réelle, avec un vrai programme et des vraies capacités d'action sur le réel. C'est ça que je pense. Parce que regardez, vous par exemple, vous n'avez pas été élu. Je confirme. Bah oui, non mais... J'ai même pas pu, non, je veux dire, c'est pire que ça. Il y a certaines élections où on ne peut même pas être candidat. Oui, voilà. Je parle de la présidentielle, ou alors on a arrêté le combat, on a arrêté les manifs, parce que pour avoir les 500 signatures de maires, ce que je faisais n'était pas populaire. Voilà. Je le dis clairement, Ouais. vis-à-vis des maires. Donc soit je mettais sous couvercle les manifs pendant 6 mois pour faire que ça et chercher et rassurer les maires, etc. Soit on continuait le combat. On a fait le choix de continuer le combat. Donc il y a ce glacis, cette chape qui empêche finalement les initiatives politiques. Et puis on voit bien, c'est très difficile d'aller à l'encontre d'un discours dominant, d'expliquer que tout ce qu'on vous a raconté sur l'Europe, vous commencez un peu à vous en rendre compte, il y a des trucs, c'est quand même très loin de la réalité de ce que vous vivez. Erasmus, c'est bien, c'est très bien. La lutte contre la corruption, c'est formidable. La solidarité entre les peuples européens, c'est très bien, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut la faire. Et donc, la prise de conscience est longue. Le mur de la propagande officielle est assez imposant. Et donc, il faut agréger des forces existantes, déjà, je pense, et proposer quelque chose, sans aller déjà bille en tête en disant je vais proposer une liste aux européennes, ça me paraît un peu prématuré. Oui, puis ça me paraît, je veux dire, et puis je pense que ça passe au-dessus de... C'est bien, c'est important les Oui, européennes, oui. on en parlera, c'est en 2024, on a le temps, mais je pense que c'est pas à la hauteur des enjeux. Non, mais je fais référence à Michel Onfray. J'ai bien compris. Un chevalier blanc, voilà. J'avais bien compris, non, mais je pense que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire, ça, Oui. pour le coup, vous avez raison.
je suis totalement d'accord, j'approuve totalement ce que vous dites. On essaie de le faire d'ailleurs. Oui. Rien que cet entretien, il contribue. Peut-être qu'il sûr. n'aurait pas eu lieu il y a un an. Voilà. Et puis, vous êtes évidemment le bienvenu, mais je sais que vous n'êtes pas toujours à Paris, hein, dans les manifestations, Oui, à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Hein. J'ai déjà fait des manifestations. Oui, mais là, samedi, on prendra la parole. On sera très heureux. Et puis, voilà, on peut imaginer plein de choses. Mais j'ajouterais juste peut-être une petite chose. Vous avez parlé des Gilets jaunes, je pense à raison, ça n'a pas donné, il n'y a pas eu de suite. Non. Parce que moi, ce que j'ai analysé, je crois qu'il y a une confusion entre la défiance très légitime vis-à-vis de la politique politicienne, qui est effectivement dégoûtante, enfin, qui nous a trahis 150 fois, etc. Et la politique avec un P majuscule, c'est-à-dire simplement gérer les affaires de la cité, qui est en fait indispensable. Oui. Sinon, on tourne en rond. Si on refuse toute perspective politique, mais au bon sens du terme, on ne pourra que tourner en rond, s'épuiser et disparaître. C'est mon analyse, c'est l'analyse que j'ai faite des Gilets jaunes. Et je crois qu'à un moment, il faut arrêter cette confusion. Il faut accepter de mettre les mains dans le cambouis politique, mais le bon. Et là, peut-être qu'on tracera des perspectives plus enthousiasmantes et plus concrètes. Mais c'est ça qui est important, parce que je pense qu'on vit un moment de bascule, la grande bouscule, comme dit Emmanuel Macron, mais c'est vraiment un moment de changement historique, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a eu ces affaires Covid qui sont proprement scandaleuses, sur la gestion sanitaire, enfin, l'auto-attestation de sortie, et très vite on voit qu'un pays ça bascule très vite en fait. Ouais. En 3 semaines on passe dans un fascisme soft, hein, des cabinets de conseil, où les gens ont accepté de faire une auto-attestation pour sortir, etc. Et où on montrait du doigt son voisin. C'est rhinocéros, hein. C'est pour ça qu'on avait repris 3 semaines. Il faut 3 semaines pour qu'un pays bascule, et on s'en rend compte. Et c'est impressionnant. Et je ne pensais pas vivre ça, un tel échec moral, intellectuel et politique de mon vivant. Enfin, je connaissais Stéphane Zweig, Le Monde d'hier, etc. Mais le vivre soi-même et voir ce moment d'étouffement, de bêtises et d'hystérie collective, qu'est le fascisme, hein, puisque c'est exactement autre chose, avec le bouc émissaire, le non-vacciné, etc. Le vivre, c'est une violence assez exceptionnelle. Et on se rend compte qu'on n'est pas nombreux à se rendre compte du moment fasciste. Et bon, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin d'être nombreux, mais après, c'est comment reprendre les outils, finalement, qui permettent d'avoir l'audience, d'avoir les relais d'opinion, d'avoir l'information, les compétences aussi, programmatiques, etc. Et de créer une offre qui va pouvoir changer les choses politiquement. C'est ça qui me paraît important. Eh bien, on finira sur ces mots, qui sont quand même... qui tracent une perspective peut-être, je l'espère, je pense. Non, je pense. En tout cas, un grand merci pour cet entretien assez complet. Hein. On ne dit jamais toutes les choses, mais on ne peut pas. Mais en tout cas, c'était, je pense, très intéressant. Vous serez de nouveau le bienvenu sur cette chaîne quand vous voulez. Je vous le dis d'ores et déjà. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Et à très bientôt. Merci Alexis. À bientôt.